Alors bon, je vais commencer Karine. Alors quelle est selon toi la place de la nutrition dans la performance et au quotidien? Alors c'est une place de plus en plus importante pour moi au fil des années, avec l'âge et puis avec la nécessité de durer dans la santé et la performance. On va dire que 15-20 ans en arrière, comme tous les jeunes qui débutaient dans la course à pied et dans mon métier, j'avais une alimentation diversifiée, mais sans doute pas aussi soucieuse du moindre détail par rapport à la variation autour des fruits, des légumes, des origines des poissons ou de certaines céréales. Et puis effectivement, quand on commence à enchaîner quelques victoires et puis derrière ces victoires éventuellement quelques petits soucis de santé type rhume, herpès ou angine, on essaye de faire parfois un lien entre ces petits soucis de santé qui succèdent immédiatement à la compétition et la nécessité d'optimiser le quotidien alimentaire et le quotidien de course. Très bien, merci. Et justement, est-ce que tu aurais quelques conseils à apporter à des gens qui doivent s'alimenter avant des courses ou au quotidien, de façon à avoir un meilleur équilibre entre une bonne répartition entre les protéines, les lipides, les glucides? Alors plus largement, moi c'est vrai que ce qui me frappe, c'est que souvent les gens ne sont pas des gros mangeurs. Ils ont l'impression parfois d'avoir quelques kilos en trop sous prétexte d'avoir une alimentation qui est trop riche. C'est parfois vrai, mais on a aussi des déséquilibres moins faciles à expliquer aux gens, mais qui pourtant ont leur importance. C'est le fait par exemple d'avoir des kilos en trop parce que les gens s'évertuent à enlever de leur assiette toute source de graisse. Or le corps humain et le cerveau en premier, étant une éponge de graisse, ont besoin de graisse choisie pour le coup. Donc j'explique les détails, les différences entre l'huile d'olive, l'huile de colza et l'huile de caméline, les graisses de poisson, pour que les gens entendent ces différences entre les graisses. Et puis ensuite il faut aussi leur faire comprendre que les fruits c'est bon, mais qu'une pyramide alimentaire qui comporte 5 fruits et 5 légumes est un peu trop riche en fruits et qu'elle peut leur apporter un peu trop de sucre rapide et parfois des déséquilibres même chez les sportifs entre les apports de sucre lent et les apports de sucre rapide. Donc il faut retravailler sur certains équilibres pour le sujet lambda, mais encore plus pour le sportif. Et puis ensuite rentrer dans le détail pour ce qui concerne les préparations d'objectifs sportifs importants, pour qu'on privilégie des céréales souvent sans gluten, des produits laitiers plutôt végétaux qu'animaux, pour privilégier aussi la santé de l'intestin et l'absorption ensuite des nutriments avant l'effort et pendant l'effort. Est-ce que par rapport à une compétition à J-7, est-ce que tu as un protocole alimentaire que tu respectes et des conseils que tu peux apporter à toutes les personnes qui nous suivent? Alors, moi, au fil des années, j'ai appris à connaître les régimes dissociés scandinaves et à les éviter. Maintenant, j'ai une alimentation au plus près de la course qui est plutôt assez proche de mon alimentation du quotidien, avec un juste équilibre entre les protéines animales et végétales, les lipides choisis, comme je disais, et puis les sucres lents. Et plus je me rapproche des objectifs, et plus je vais me méfier, bien sûr, de trop de fibres, de trop d'acides. Donc je vais progressivement écarter de l'assiette dans la semaine qui précède l'objectif, donc privilégier le poisson et les viandes blanches plutôt que les viandes rouges ou les œufs. Et puis effectivement privilégier aussi les céréales sans gluten, notamment le riz, les pommes de terre, pour qu'encore une fois l'intestin soit à même d'être au calme et de bénéficier de tout ce qu'on va lui apporter pendant l'effort. Et justement, après ma question, c'est pendant l'effort, alors comment tu procèdes en termes d'alimentation durant l'effort?
Alors je différencie les distances de course entre les trails classiques de moins de 70 km et les ultras au-delà de 70, parce que lorsque l'on fait un templier ou une course plus courte, on va être plus sur des besoins d'énergie rapide, d'énergie immédiate. Donc dans ce cas-là, je vais miser beaucoup sur la boisson Effinov et les apports de sucre qu'elle m'apporte, et puis uniquement sur de toutes petites collations très faciles à ingérer, de bouts de banane ou de moelleux, alors que sur un ultra, je vais être bien sûr sur des repas solides, voire même des assiettes de volaille et de riz, comme je peux en faire sur un grand raid à La Réunion. Donc 3 gros repas fonction des horaires habituels de repas, et puis entre-temps des moelleux, des digestifins, et puis j'aime bien aussi des compotés de châtaigne, des choses qui ont un index glycémique un petit peu plus haut, mais qui passent rapidement dans le sang. D'accord, très bien. Et justement, après une compétition, après des longs efforts comme ça, en termes d'alimentation, de récupération, qu'est-ce que tu privilégies ou qu'est-ce que tu peux conseiller ? Alors déjà de s'alimenter, de s'hydrater non seulement pendant la course régulièrement, mais immédiatement dans les 2 heures qui suivent, profiter de cette fameuse fenêtre métabolique qui fait que on doit privilégier les acides aminés de récupération, nos boissons, voilà. Et puis tout de suite, dès qu'on peut manger, là pour le coup on peut manger un fruit, mais on peut très vite enquiller un plat de riz ou de pommes de terre avec du poisson pour récupérer et les glucides et les protéines qui vont défendre un petit peu les tendons, les muscles de toute blessure. D'accord, très bien. Et justement, plus globalement, le partenariat avec Effinov, qu'est-ce qui t'apporte au quotidien ? Il était intéressant parce qu'il est arrivé au moment où moi je me posais énormément de questions sur les index glycémiques des différents sucres qu'on peut ingérer, sur ces problématiques de maltodextrine que l'on trouve dans les boissons de l'effort généralement, qui sont des maltodextrines de blé. Or je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ces boissons sans trop se poser de questions pendant des mois et des années, et qui au bout d'un certain nombre d'années peuvent en pâtir. Qui plus est, lorsqu'on utilise trop souvent des produits à index glycémique élevé. Moi j'ai vu des gens à qui je faisais un test de dépistage de prédiabète ou de diabète et qui s'avéraient, même sportifs, être des prétendants à avoir du diabète. Donc c'est vraiment une réflexion que j'avais eue avant de rencontrer Anthony Berthoud, et ces réflexions de conception m'ont semblé très intéressantes, qui plus est en voyant beaucoup de produits sans gluten et sans protéines de lait, et puis avec le souci d'y mettre des graines de lin, mettre vraiment des petits détails qui font la différence. Donc c'est pour ça que très logiquement je suis venue à utiliser sa gamme, et j'espère que il va continuer avec toute son équipe à chercher à développer des produits, parce que je pense qu'on peut encore faire par rapport aux différences que je disais entre le trail et l'ultra trail, mais en tout cas il a la réussite qu'il mérite, c'est très bien. Merci Karine.